Monsieur Noël, les Marocains sont ici, à Gembloux. Comment ils sont arrivés ici? On voit le cimetière, comment ils sont arrivés? Évidemment, tout ça commence avec les déclarations de guerre en 1939, le 1er septembre 1939. En fait, que s'est-il passé? La France avait collaboré avec les autorités marocaines pour, disons, pacifier le territoire du Maroc et surtout marquer les frontières. Si bien que le sultan, au moment où la déclaration de guerre a eu lieu, a fait un discours en disant que la France les avait aidés à former une nation, un pays, un État plus exactement, et que le Maroc se devait, en cas de survie de la France, de participer à cette survie. Et dès lors, il a mis les soldats marocains à la disposition de l'armée française et du gouvernement français, de manière à participer à la survie de la France. Voilà. Et suite à ça, donc, des unités marocaines venant un petit peu de tous les coins du Maroc ont pris place, enfin, pas tous, mais enfin un grand nombre, a pris place dans le bateau Ville d'Alger, qui ont traversé la Méditerranée et ont débarqué à Marseille. En débarquant à Marseille, c'était en 1939, ils sont remontés directement dans les Vosges où la bataille avait commencé depuis le 1er septembre 1939. Ils ont été mis en position, et ils se sont battus d'ailleurs, ils ont participé au combat dans les Vosges pendant ce qu'on appelait la drôle de guerre, c'est-à-dire que des combats le long de la frontière allemande, dans les Vosges et en Alsace. Et pendant cette période-là, il y a eu un certain nombre d'ailleurs de soldats marocains tués. Et d'ailleurs, et j'ai des documents pour ça, suite à ces opérations, des soldats marocains ont reçu des médailles de l'armée française pour très bonne conduite, entre autres la médaille militaire. Et donc j'ai d'ailleurs la liste des soldats qui ont été proposés pour la médaille militaire suite à ces combats. Alors, après les combats en Alsace pendant l'hiver, où il faisait très très froid d'ailleurs, la première division marocaine a eu comme mission de participer avec la première armée française aux opérations, ce qu'on appelait la manœuvre d'île, c'est-à-dire que la première armée française, composée de 160 000 hommes, de 500 chars, de 1000 pièces d'artillerie, c'est une armée très forte. Et dans cette armée, il y a bien sûr des divisions françaises normales, qui sont motorisées, et alors, entre autres, pour tenir la position, 3 divisions nord-africaines. La division marocaine, la deuxième DINA, division d'infanterie nord-africaine, et la 5e DINA, division d'infanterie nord-africaine. Le tout, ces divisions d'infanterie algérienne, tunisienne et marocaine qui ont participé à la bataille. Alors, qu'en est-il exactement pour la division marocaine? Eh bien, évidemment, comme la Belgique était neutre, nous avions repris notre neutralité suite à l'invasion de la rive gauche du Rhin par les Allemands. L'armée française se trouvait en France au moment de la déclaration de guerre. Au moment de pas une déclaration de guerre, par l'attaque allemande du 10 mai 1940. Et donc, à partir de ce moment-là, toute la première armée française qui était stationnée dans le nord de la France, dans les environs de Maubeuge, Babet, ont fait un mouvement pour s'installer au cœur de la Belgique, entre Anvers et la frontière française, en fait. Et la partie nord de ce secteur était défendue par l'armée belge, dans les environs d'Anvers-Bruxelles, l'armée anglaise entre Louvain et Wavre, et la première armée française entre Wavre et Namur.
dans cette première armée française, donc vous aviez 6 divisions, 3 divisions motorisées, 3 divisions nord-africaines, plus un corps de cavalerie, il ne faut pas l'oublier, celui-là non plus, de corps de cavalerie français, qui n'est pas du tout des chevaux, mais qui étaient des chars. Il possédait à peu près 500 chars au total, et dont la mission était ce qu'on appelle la couverture. C'est-à-dire, il faut bien savoir que ces unités, entre autres marocaines, devaient faire mouvement à pied, 130 km pour arriver ici, et en 4 jours, normalement prévus, et l'état-major français voulait absolument s'assurer que ces troupes allaient pouvoir arriver sur place sans être surprises par l'arrivée inopinée des troupes allemandes. Et donc ils avaient lancé en avant ce qu'on appelait le corps de cavalerie, 2 divisions légères mécaniques, la 2e et la 3e division légère mécanique, de manière à freiner la progression allemande par le combat. Et pendant que les unités nord-africaines font mouvement à pied, le corps de cavalerie française tente de maintenir les Allemands à distance de manière à ce que ces unités aient le temps d'arriver ici. Bon, il fallait quand même 4 jours pour arriver ici. Entre autres 4 nuits, parce que l'aviation allemande était maîtresse du sol, et les mouvements se faisaient uniquement de nuit. Ils se reposaient 2 jours et repartaient le lendemain, 4 fois 30 km. Et la division marocaine participait à cette opération, de même que les 2 Dina et la 5 Dina. La division marocaine, plus spécifiquement, a reçu comme mission de s'installer à Gembloux, de part et d'autre de Gembloux, et jusque Chastres, exclu plutôt, à côté de la première division d'infanterie motorisée, et de l'autre côté de la 15e division motorisée du général Join. Donc encadré par 2 divisions d'infanterie motorisée, la première division marocaine s'installe au cœur de la bataille à Gembloux. Cette division marocaine était composée principalement de 3 régiments d'infanterie. Le 1er RTM, régiment de tirailleurs marocains, le 2e RTM, régiment de tirailleurs marocains, et le 7e régiment de tirailleurs marocains. Ces 3 régiments donc s'installent sur la position prévue, et qui est le long du chemin de fer allant de Namur à Bruxelles, la ligne 161. Et c'est une ligne, disons, il n'y a pas de bunker, il n'y a pas d'éléments défensifs, mais il y a un obstacle anti-char net qui est la voie ferrée, qui est en règle générale en déblai, c'est-à-dire dans un fossé, qui va depuis Ottigny jusqu'à Namur. Donc c'est un obstacle anti-char sérieux, derrière lequel la division marocaine s'installe. Comme évidemment la ligne de chemin de fer n'est pas anti-char sur tout son parcours, l'obstacle est renforcé par des milliers de mines, je dis bien des milliers de mines anti-char, la mine M36, que l'armée française va disposer le long du chemin de fer et vers les voies d'accès. Entre autres, dans le secteur de Gembloux, la division marocaine a donc placé plus de 5000 mines anti-char. Donc derrière cet obstacle s'installe la première division marocaine. Le 1er régiment de tirailleurs marocains défend Gembloux. Le 2e régiment de tirailleurs entre Gembloux et Ernage. Et le 7e régiment de tirailleurs à Ernage. C'est la première ligne de défense parce que dans le système français, il y a une 2e ligne de défense qui se trouve à quelques kilomètres, ce qu'on appelle la ligne d'arrêt. On doit absolument arrêter la progression et relancer les contre-attaques qui se trouvent à hauteur de notre village de Courtine-Noirmont, entre autres. La lisière est de Courtine-Noirmont était donc en 2e position des unités marocaines. Alors le mouvement s'est fait comme
les parachutistes allemands s'étaient emparés par surprise de deux ponts sur le canal Albert et avaient neutralisé le fort très puissant qui était, on avait dit, le meilleur du monde, le plus puissant du monde, avait été neutralisé en 24 heures par des aéroportés de planeurs, de parachutistes dans planeurs, qui atterrissant dans des avions non identifiés, je dis bien non identifiés, contraire évidemment à la Convention de Genève, ces planeurs non identifiés atterrissant près des ponts, s'étaient emparés de ces ponts par surprise. Donc, changeant totalement, évidemment, la perspective en ce sens que les unités nord-africaines et la marocaine, entre autres, avaient normalement le temps pour se déplacer. On lui avait prévu 4 jours. Normalement, on comptait bien leur donner plus, beaucoup plus. La défense derrière le canal Albert belge pouvait normalement compter sur au moins une semaine. Mais voilà, en 24 heures, la position tombe suite à l'attaque des parachutistes allemands. Évidemment, gros problème, le corps de cavalerie est là, heureusement, qui par le combat va freiner la progression allemande. Dans le secteur allemand se trouve principalement, ayant comme objectif Jean Blou, le 16e Panzerkorps du général von Höppner, qui dispose de 2 divisions de panzer, la 3e et la 4e division de panzer, totalisant à peu près 700 chars. La mission du corps de cavalerie va être de ralentir, de freiner la progression de ce corps blindé allemand par le combat, de manière à permettre aux unités nord-africaines, entre autres, de pouvoir arriver ici à temps. Et de préparer leur position, parce qu'évidemment, le fait d'être ici n'est pas suffisant pour creuser des tranchées, pour mettre des mines, pour faire des obstructions, etc., préparer des plans de feu, etc. C'est tout un travail important. Donc, le corps de cavalerie va à une mission de sacrifice, c'est-à-dire dans ce sens qu'il faut absolument, c'est la mission qu'ils ont reçue, un minimum de 4 jours pour freiner la progression allemande. Et ce freinage, si vous voulez, ce combat retardateur, va se passer dans les environs de Gendrin à Nu. Ce sera la première grande bataille de chars de l'histoire, d'un côté 700 chars allemands, de l'autre côté 400 chars français. La première grande bataille de chars qui va se passer là-bas, à hauteur de Anu, où les Allemands, profitant de leur supériorité aérienne totale et de leur supériorité en chars et surtout de leur tactique, vont donc obliger le corps de cavalerie à se replier. Le corps de cavalerie, donc les 420 chars français, vont se replier, plus de l'infanterie, parce qu'ils ont de l'infanterie portée sur véhicules transporteurs d'infanterie, et leur artillerie, évidemment, leur anti-chars, etc., toutes les divisions complètes, vont se replier, forcés par les Allemands, vers la position d'île où se trouvent actuellement, dans les environs de Jean Blou, ici, et le quartier de Marmont, des éléments de la première division marocaine. En effet, la première division marocaine doit arriver à pied, 130 km, 4 nuits de marche. Or, le timing est complètement bousculé par le fait que les Allemands ont traversé le canal Albert en 24 heures. Donc, l'armée française va être obligée d'utiliser le maximum de charrois pour ramener le maximum de soldats ici en camion pour gagner du temps sur la position de Jean Blou. Et donc il va y avoir toute des norias de camions de l'armée française qui va embarquer les soldats marocains. Et le premier et le deuxième régiment arriveront, et ici, en camion, mais le 7e va devoir faire le chemin à pied. En effet, les camions attaqués par les Stuka, l'aviation allemande, n'auront pas le temps de faire le 3e mouvement vers le 3e régiment. Et le 7e régiment va donc marcher 130 km, dont 70 km, 70 comme ils disent les Français, en 24 heures. En effet, le mouvement de nuit était terminé quand ils ont reçu l'ordre de repartir immédiatement pour occuper à temps les positions de quartier de Marmont.
Enfin voilà, le 7e RTM arrive en pleine bataille finalement, parce que la lisière avant, pour tenir la lisière avant de la position à Ernage, on a mis en place la réserve du 1er RTM, de manière à permettre au 7e RTM à reprendre son secteur en plein combat, quoi. Hein. Donc, la bataille se passe, les Allemands, après le choc avec le corps de cavalerie, il faut dire qu'il y a eu 150 chars allemands hors de combat et 100 chars français, quand même. Ça fait un total de 250 chars hors de combat pour ce combat. Donc, ça n'est quand même pas une partie de plaisir. Hein. Et le corps de cavalerie a perdu autant de soldats que la division marocaine, par exemple. Les Allemands se trouvent devant la position de la division marocaine à partir du 14. Et le 14, il tente déjà, par surprise, dans la foulée, de passer le chemin de fer. Ça ne réussit pas. En effet, les antichars sont en place, l'artillerie est en place aussi, et les Allemands se rendent compte tout de suite que la bataille va être différente. En effet, ça va être une bataille structurée, préparée, évidemment un peu dans la hâte, mais quand même. On a en fait en face de soi d'excellentes troupes. La division marocaine est reconnue comme étant une excellente troupe au sein de l'armée française. Hein, et c'est peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas, évidemment, on ne me l'a jamais dit, mais je suppose bien que le secteur de Gembloux étant un secteur très dangereux, puisque c'est le carrefour de la chaussée romaine, c'est-à-dire la ligne de partage des eaux entre l'Escaut et la Meuse, hein, la vieille chaussée romaine qui va directement de Cologne à Paris. Donc, c'est vraiment sur cet axe-là qu'on a mis la division marocaine, dans mon sens, parce que c'était une des meilleures unités de l'armée française, déjà en 14-18, hein, ils avaient une excellente réputation. Donc, vouloir dire qu'on envoie les types au casse-pipe comme ça, non, c'est pas vrai. Les soldats marocains s'étaient avérés d'excellents soldats. Et dans l'esprit de la major français, il est évident que c'était une division sur laquelle on peut compter. Hein, donc, je crois qu'il faut taire un petit peu cette mentalité ou ce qu'on raconte d'envoyer des soldats nord-africains à la boucherie, c'est absolument pas vrai. Ici, si la division marocaine est installée à Gembloux, c'est parce que c'est une des meilleures divisions de l'armée française. C'est vraiment ça. Alors, le 14, une tentative de percer par les Allemands, ça ne réussit pas. Les Allemands prennent 2 ponts intacts, mais une contre-attaque avec le 35e bataillon de chars de combat, avec la réserve du 2e régiment de tirailleurs marocains, reprend ces 2 ponts et le fait sauter. Le 14 au soir, la situation est tenue sérieusement par toutes les unités. Le 7e RTM, régiment de tirailleurs marocains, a pris sa position. Le 1 et le 2 sont en place, on est prêt pour la grosse bataille. En effet, le 14 a été une tentative de passage du chemin de fer par les Allemands et ça n'a pas réussi. Hein. Le 15, ça va être une autre affaire, ça, le 15 mai. Donc les Allemands se sont rendus compte que d'abord l'artillerie française était très, très puissante et très bien que les unités étaient en place. Il faut quand même souligner que, et ceci c'était peut-être, il faut noter quand même, c'est encore une des caractéristiques d'une unité professionnelle, parce que il faut dire que les soldats marocains étaient des professionnels, ils s'engageaient pour 4 ans, pour 8 ans, et éventuellement 12 ans s'ils étaient candidats à devenir chef au sein de la division. Donc c'était des professionnels. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la reconnaissance aérienne allemande, en passant le 14 au-dessus de la position de Gembloux, avait dit qu'elle n'était pas occupée. Et ceci permet de dire que, justement, quand on a affaire à des unités de professionnels, le camouflage était particulièrement soigné, parce que les avions allemands n'avaient pas vu que la division marocaine était déjà installée. Donc c'est un élément qui montre bien la professionnalisation de la division marocaine. Le 15 mai, c'est une grosse bataille. Alors les Allemands se rendent compte que le chemin de fer est défendu, qu'il y a des mines, qu'il ne sera pas passé dans la foulée avec les chars ne passeront pas. Il faut donc attaquer infanterie en tête, de manière à s'emparer, passer le chemin de fer,
dégager les berges du chemin de fer de manière à faire passer les chars avec des bulldozers, etc., et d'explosifs pour les faire passer de l'autre côté du chemin de fer et enlever les mines. Donc la première bataille initiale, ce sera une bataille d'infanterie. Les Allemands vont lancer toute l'infanterie de la 3e et la 4e division Panzer Division à l'assaut de la position de Gembloux et de Chastres, hein, parce que le 110 était 110e RI de la 1re division motorisée était également à la bataille. Et ça va être une chaude bataille. Les Allemands vont se rendre compte tout de suite que ça n'ira pas très bien. En effet, à Gembloux même, l'attaque de la 4e Panzer est brisée net par les tirs massifs d'artillerie. En effet, la position géographique de la chaussée romaine qui pénètre au nord de Gembloux avait été reconnue par l'état-major français et un maximum d'artillerie française était concentré sur cette position. Donc, entre autres, le général M avait demandé au général Jouet, qui était son voisin de droite, le voisin de droite de la division marocaine, de concentrer le maximum de feux d'artillerie en dehors de son secteur pour appuyer la division marocaine. Donc, les 2 tiers de l'artillerie de la 15e division motorisée, a appuyé par son feu, par exemple, la défense de la division marocaine en hauteur de Gembloux. C'est pour dire qu'il y avait une concentration d'artillerie importante. Et les Allemands, très tôt, se sont rendus compte que les combats, évidemment, parce qu'une bataille se gagne par tout le monde, hein, les soldats marocains ont montré leur valeur, le 110e RI aussi, mais l'élément vraiment décisif qui a provoqué l'arrêt de l'attaque allemande, c'est des concentrations massives d'artillerie à hauteur de la chaussée romaine, à la chaussée Brûle-Haut, à l'entrée de Gembloux, dans le secteur du 1er régiment de tirailleurs marocains. Donc là, les Allemands ont attaqué, mais vraiment sur la chaussée romaine, un bataillon dessus, un bataillon à gauche et un bataillon à droite. Et ils sont rentrés en plein dans les tirs massifs de l'artillerie française, et très tôt, les pertes de la 4e Panzer se sont élevées à un niveau inacceptable. Et déjà vers midi, les rapports qui montrent, et ça je les ai, qui montrent jusque l'état-major de Hitler, du Führer, indiquent que la situation est désespérée. Et si bien que l'après-midi, il y a encore des tentatives de la 3e Panzer pour percer au nord, mais au total, à 20h45, le général Höppner, commandant du 6e Panzerkorps, donne l'ordre d'arrêter l'attaque et de se replier sur notre position de départ. Voilà, c'est une vraie bataille gagnée. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est une bataille gagnée. Et c'est une bataille qui n'est pas seulement une bataille pour l'honneur, parce qu'évidemment, dans les Ardennes, la percée a été réalisée par les Allemands, ils sont déjà en train de foncer vers la mer, mais ça n'empêche que la bataille de Gembloux a certainement évité la destruction du corps expéditionnaire britannique qui a pu rembarquer à Dunkerque, et c'est le retour de ces 230 000 soldats professionnels britanniques qui sont rentrés à Dunkerque dans le Rhin, qui a permis la continuation de la guerre. Dans ce sens, on peut dire que les combats de Gembloux ont quand même été tout à fait importants et efficaces, parce qu'une percée à Gembloux aurait permis de détruire rapidement tout le corps expéditionnaire britannique, l'armée britannique, en attaquant dans ses arrières, dans ses PC, dans ses trains de combat, etc. Et là, il n'y aura pas beaucoup de chance que les soldats anglais aient pu rejoindre Dunkerque, ils ont été détruits. Donc, quelque part, la victoire de Gembloux, c'est quand même un élément très important. Voilà. Maintenant, point de vue des pertes, parce qu'on en reparle souvent. Bon, il y a des bruits qui courent, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement des bruits.
Il y a une étude qui a été faite dans le temps, je ne vais pas nommer la jeune femme qui l'a fait, mais qui avait été envoyée par l'Université libre de Bruxelles et qui a fait un travail sur... et qui a repris textuellement le chiffre qui était donné dans le livre Gloire et Sacrifice, écrit par le colonel François et Raoul Labarre, où on disait qu'il y avait eu 2000, les pertes de la division marocaine s'élevaient à 2000. Et cette jeune femme a repris dans ce texte, dans son étude, qu'il y avait eu 2000 tués marocains. Ah, il y a une grosse différence entre les pertes et les tués. Hein, les pertes, il y a eu beaucoup de prisonniers. Le 14 par exemple, les Allemands sont arrivés à l'improviste, à Ernage, et ils ont pris beaucoup de prisonniers. On a d'ailleurs des photos où il y a un grand nombre de prisonniers qui ont été rassemblés. Hein, il y a eu des blessés. Donc par exemple, le cas de Mokhtar, le canonnier, le pointeur de Cabral Brejon, qui a eu son bras arraché et qui est retourné à Marrakech. Hein, bon, donc, il y a eu, et donc le total de 2000 pertes, donc il faut, dans ces 2000-là, compter les prisonniers, les blessés, et évidemment les tués et les disparus. Hein, donc, dans ce total de 2000, on arrive à 250 à peu près tués, hein, dont un tiers à peu près de Français d'origine, parce que dans les divisions marocaines, il y avait un tiers de soldats français d'origine, de cadres et de personnel spécialisé. Hein. En effet, le problème d'avoir du cadre, c'était un problème difficile, parce qu'il fallait absolument connaître le français pour pouvoir passer ses examens d'officier, de sous-officier, et qu'il y avait donc une limitation certaine. Mais il y avait du cadre, commandant de compagnie qui était sur la chaussée Bruno était un commandant de compagnie marocain. Hein. Donc, il n'y avait pas d'éléments racistes du tout dans l'armée française. Un officier qui était valable était un officier valable, quelle que soit sa couleur, surtout dans ces unités-là. Je peux vous demander, ouais. Tirailleur marocain, est-ce que ça veut dire exactement qu'il est marocain ou signification de tirailleur marocain? Tirailleurs, ce sont dans l'infanterie, hein. C'est une appellation Oui, mais faites-le un peu plus officiel, parce que beaucoup de gens pensent tirailleurs marocains, ce c'est que des Marocains. Ah non. Voilà, mais faites ça moi plus officiel. Non. Ici, bon, il y a des tirailleurs marocains, mais il y a des tirailleurs algériens, des tirailleurs tunisiens. Le 13e RTA qui s'est battu à Vierge, par exemple, régiment de tirailleurs algériens, hein, était un régiment d'Algériens. Le 22e qui s'est battu à Otigny était un régiment de tirailleurs algériens. Et alors, sur les hauteurs de Namur, il y avait un régiment de Tunisiens aussi. Non, je veux dire, tirailleurs marocains, est-ce que sont que des Marocains ou il y a des Français il y a des Français. Oui, mais c'est ce que vous voulez bien me dire. Oui. Donc, je viens de le dire, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans des unités nord-africaines, un tiers des effectifs est composé de soldats français d'origine, ou officiers, ou sous-officiers, ou spécialistes. En fait, les chauffeurs de moto, les conducteurs de moto, etc., de véhicules, etc., c'était très difficile, je crois, de pouvoir engager des Marocains dans ces fonctions. Et donc la plupart de même que les opérateurs d'artillerie et des trucs comme ça, toutes ces missions spécifiques, se sont tenues par les Français. Donc vous avez un bon tiers de soldats ou de militaires ou d'officiers, sous-officiers français dans les unités de tirailleurs marocains. Alors, c'est un exemplatif quand même, à Cortine-Noirmont ici, nous avons eu, dans notre cimetière, à l'issue des combats, on a eu 98 soldats tués, qui ont été enterrés dans le cimetière communal, avant, dans les années 60, d'être ramenés à Chasse. Il y avait 98 tués ici, enterrés dans le cimetière de Cortine-Noirmont. Parmi ces 98 tués, ça vous montre bien
les proportions, vous avez 61 Marocains et 37 Français. Vous voyez, donc un tiers, à peu près. C'est la proportion que nous avons dans les unités marocaines. Non. Un tiers pour 2 tiers. Non, dites-moi, tirailleurs marocains, ça ne veut pas dire que ce sont que des Marocains. Ah non, ah non, non. Ouais, ça, si vous voulez bien me le dire. Oui. Ah ben je l'ai dit, je crois. Non, oui, mais ça non. dit un tiers des Oui, effectifs. non, non, bon, pour que mon montage soit parfait, parce que Ouais. maintenant vous l'avez dit comme ça. Ouais. Donc, vous dites tirailleurs marocains, ça ne veut pas exactement dire que dans le. C'est vraiment comme si c'est un paracommando ou parachutiste. Hein. C'est un nom qui groupe tout. Ouais. Si vous voulez. Oui. Mais, donc, je l'ai déjà dit, mais enfin je le répète, dans les unités de tirailleurs marocains, vous avez dans l'effectif un tiers de soldats français et 2 tiers de soldats marocains. Ok? Un tiers qui est surtout prévu pour des Français, qui est surtout prévu pour des missions spécifiques, chauffeur de véhicules, etc., opérateur radio, etc., et 2 tiers de soldats marocains. Okay? Donc, un pour... Ça, c'est parfait. Voilà. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent tirailleurs marocains, Il n'y a que des Marocains. que des Marocains. Non, C'est non, ça non, que non. je voulais. Maintenant, et j'aurais presque fini, est-ce que vous pouvez me tracer? Donc, ils sont simplement partis du Maroc, ils ont pris le bateau à Marseille, et de là, ils sont venus au sud, au nord de la Belgique, de la France. Ils ont attendu. Non, je vous l'explique. Oui, je sais. Il y a des comment- combats en Alsace, mais il est tué. Oui, oui. Et donc des soldats qui ont Oui. reçu la médaille militaire Oui, en mais ça, Alsace. oui, je sais, vous me l'avez. Oui, Mais maintenant, vous avez parlé d'un trait, et pour que ça facilement de couper et pour faire des images illustratives. Oui. Donc, ils sont restés à Maubeuge, je crois. Bavet. Ouais. Si vous pouvez me raconter cette. Donc, l'Allemagne attaque la Belgique, Ebenemal, Ouais. et puis les Français sont. Sont arrivés Ouais, ici. si vous me racontez ce petit passage. Ah, je l'ai dit, hein. Ben, bon, ça va. Ah, je veux bien encore. Non, parce que pour ne pas garder monotone, parce que quelqu'un qui parle quelque part. Ouais. Maintenant, je change un peu, Ah, d'accord. ça change l'expression, et je peux faire des images entre les Ah, autres. d'accord. C'est simplement ça. Bon, ben je reprends alors. Oui. Ils sont partis du Maroc. Ouais. Donc, Donc ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, je reprends ce que j'ai dit, ils sont venus par le gros bateau qui s'appelait le Ville d'Alger, ils ont débarqué à Marseille, et ils ont été tout de suite envoyés dans l'est de la France, en Alsace-Lorraine, où les combats avaient lieu déjà avec l'armée allemande, et ils ont passé l'hiver 39-40 dans les montagnes, dans les montagnes de l'Alsace à se battre face aux Allemands. Et déjà, pendant ces combats-là, il y a eu des pertes de soldats marocains. Okay? Alors, comme la mission de la division marocaine a changé, en ce sens qu'elle ne se bat plus en Alsace, mais qu'elle va devoir se battre en Belgique, elle est ramenée dans les environs de Bavay, où là, autour de Bavay, dispersés dans les bois et dans les petits villages alentours, la division, les 3 régiments et plus l'artillerie, évidemment, il ne faut pas l'oublier, 64e régiment d'artillerie, l'antilope du désert, se retrouvaient également à les environs de Bavay, dispersés. Et alors, le 10 mai 1940, au moment de la déclaration de guerre, la division marocaine a fait mouvement vers la Belgique. Mais alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à pied. À pied, 4 nuits, barda sur le dos, 30 kilos, le long fusil qu'on appelait la canne à pêche, qui était un long fusil, un soleil terrible, très très chaud, on l'avait appelé d'ailleurs le temps de Hitler, Hitlerswetter, parce que le temps était favorable au Stuttgart, à l'aviation allemande, c'est un ciel dégagé, etc. Donc l'aviation allemande, qui avait pris vraiment la supériorité du ciel, attaquait de jour, pas de nuit, tous les mouvements entre la France et la Belgique. Donc il fallait marcher de nuit. Et les soldats marocains, en 4 nuits, devaient arriver ici.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprends, la prise des Benemar et du canal Albert par les parachutistes allemands a obligé l'état-major français à les faire avancer le plus vite possible en camion, avec des camions qu'on a récupérés de partout. Et sur les 3 régiments, il y en a 2 qui ont été amenés en camion ici, et le 3e a dû faire tout le chemin à pied, le 7e. Donc il a fait les 130 km à pied, depuis Babet jusqu'ici, en 4 étapes. Parfait. Ça va bien comme ça. Oui, oui, oui. Comme ça, voilà, vous l'avez exprimé autrement. Pour un peu que ça change, maintenant qu'ils ont le sac, ça c'est aussi un élément très important que vous me l'avez raconté déjà au musée. Voilà, je crois que... Je peux vous raconter quelque chose, vous ferez ce que vous en voulez, mais c'est un élément... j'ai été interroger une paysanne, une fermière, à Véziti, qui a vu arriver le 7e RTM. C'était l'étape avant Jean Bouste, c'est là qu'elle s'est arrêtée. Et, comment on veut dire, elle a vu les soldats marocains arriver complètement, il faisait un soleil de plomb, etc., même si c'était la nuit, mais enfin, début de la matinée, il faisait quand même très chaud. Et les soldats étaient allongés le long des haies, à l'abri dans l'ombre, et elle apportait à boire à ces soldats marocains, qui étaient assoiffés, des grands bacs d'eau, etc., pour leur permettre de boire. Et alors, tous les œufs qu'elle avait, elle les a donnés aux soldats pour pouvoir manger, etc. Elle se rappelle tous les soldats marocains qui étaient allongés le long des haies, se reposant et buvant et mangeant quelque chose, quoi. Et subitement, donc en principe c'était des mouvements de nuit, mais ici, comme les Allemands arrivaient, étaient en avance sur l'horaire, l'état-major français a envoyé un motocycliste avertir qu'il fallait reprendre le mouvement. Le mouvement donc, était terminé depuis quelques heures, et il fallait recommencer à marcher pour arriver à Gembloux. Donc la marche de nuit était terminée, il fallait de nouveau faire une deuxième marche de jour pour arriver à Gembloux, c'est-à-dire 35 plus 35, ça fait 70 km en 24 heures. Ok? Et elle se rappelle très très bien d'avoir vu ce motocycliste dans sa ferme arriver avec l'ordre de repartir, qui a provoqué évidemment elle se rappelle très très bien qu'il y avait quelques soldats qui, malgré leur entraînement, étaient quand même très très abîmés, ils avaient mal aux pieds, etc. Et ça on peut comprendre. Voilà. Voilà, c'est un élément nouveau. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. J'essaie d'être le plus court possible. Oui. Mais moi, je vais prendre les... Des tas de trucs comme ça à raconter, mais bon, je vais donc, rajouter 2 heures. Oui. Mais donc, je crois que j'ai assez. Je crois que j'ai assez. Et puis, je viendrai quand l'école sera là. C'est ça, et on fait un compte rendu. Je vous remercie beaucoup. C'est un résumé, parce on pourrait aller plus loin. Ah ouais, non, mais ça doit être agréable. C'est ça. Si ça dure longtemps, les gens n'entendent plus. J'insiste parce que, bon, à un moment donné, dans la jeune femme qui avait fait le truc, là, elle avait dit que les unités nord-africaines étaient lancées en avant-garde. C'est absolument faux. Vous avez compris, le corps de cavalerie, c'est les premiers qui sont battus. Les blindés français, 2e, 3e DLM, c'est eux qui ont été vraiment, qui ont dû absolument gagner 4 jours pour permettre aux gars d'arriver ici à pied. Okay? Donc là, c'est vraiment une mission de sacrifice de corps de cavalerie. Là, ils devaient gagner 4 jours, par le combat. Et la première grande bataille de chars a eu lieu à Nu. 100 chars français démolis, 150 chars du côté allemand. Donc c'était... Il faut bien donner l'histoire de tout ça, il faut bien faire comprendre les tenants et les aboutissants et les contours de la bataille. Parce que finalement, alors on est fixé, division marocaine, tirailleurs, il y a autre chose, il y a autre chose, il faut quand même expliquer un peu tout ça. C'est ça ce que je veux, c'est ça ce que je veux aussi montrer. Une fois, quelqu'un m'a dit que les Marocains avaient abattu un avion ici
Oui. Et vous avez une idée comment c'est... Parce que avec des fusils, on abat... Non, ils ont des mitrailleuses et des canons. Hein. Et ça, c'est un ami, je crois plusieurs qui ont été abattus quand même. Mais ça, c'est l'histoire qui m'a été racontée par le général Goubert, qui était lieutenant à l'époque, qui l'a vu. À un moment donné, il y a un avion allemand qui est touché, on voit en flammes, et il descend, et il atterrit entre Hernage et Cortines-Noirmont. Vous voyez, Hernage de l'autre chemin de fer et Cortines-Noirmont ici. Entre les deux, il y a des champs, l'avion atterrit là-bas. Et le pilote sort de son avion qui commence à brûler, et les soldats de Cortines-Noirmont se précipitent pour le faire prisonnier. Donc ils sortent de leur tranchée pour s'emparer du gars. Et alors il m'a dit, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce qu'à un moment donné, un avion léger allemand qui patrouillait au-dessus, pour observer les tirs, hein, il n'y avait pas d'armes en bord, uniquement pour observer les tirs, etc., et donner les renseignements. Et cet avion atterrit dans le champ, en plein dans les champs de betteraves. Il atterrit à côté du pilote, il l'embarque dans son avion et il redécolle. Et il dit, comment est-ce possible qu'un avion comme ça, au milieu d'un champ de pommes de terre ou de betteraves, a pu redémarrer, alors que ce n'est pas un champ d'aviation du tout. Mais l'avion a vraiment atterri, et il a pris le pilote allemand à bord, et il a redémarré devant les soldats marocains qui ont tiré sur l'avion, évidemment, avec leurs fusils, mais hop, il était reparti, quoi. Donc c'est quand même assez... Là, il disait, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. C'est du fiction. Ouais, c'est inouï, quoi. Bon, merci beaucoup. Voilà, je ne vais pas tenir détail, parce que... C'est un détail vécu, hein. Le général Goubert l'a vu. Est-ce qu'il y a encore des anciens combattants vivants quelque part ici au Belgique? Comment ça Dieu, hein. Oui, tellement. 75 ans, c'est déjà... Mais par contre, j'ai eu la fille d'un ancien combattant qui est venu ici cette semaine, enfin il y a 15 jours, mademoiselle Fatima Piguigui, à Chamet, qui est venue ici, je l'ai reçue, on a passé une journée ensemble d'ailleurs, on s'est baladé, etc. Au musée, elle était surprise de voir tous les souvenirs que nous avions de son papa, et vraiment, elle m'a envoyé une lettre de remerciement après, etc. Vraiment, c'est émotionnel. Ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je ne vais pas tenir comme ça. On est bien à temps pour vous préparer. Et mademoiselle Piguigui, par exemple, c'est quand même... Bon, son papa a eu la Légion d'honneur. Piguigui a jamais eu la Légion d'honneur. Ce qui lui a permis à elle de suivre les cours de la Légion d'honneur en France. Vous savez, c'est une école très, très huppée. Napoléon a créé ça pour les enfants de ses militaires tués pendant les combats. Donc, il a créé ça. Et c'est une institution qui vit encore. Et c'est une école de très haut niveau. Et Madame Fatima Piguigui a suivi ces cours-là. Elle est actuellement pharmacienne à Bordeaux. Elle a une pharmacie. C'est une Algérienne ou une Marocaine? Marocaine. Bon, merci beaucoup. Elle est beaucoup. mariée et tout, elle a des enfants. Ouais. Oh là. D'ailleurs, à la réunion de la SBL, ses deux fils et sa fille sont venus assister. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas su venir, mais elle a envoyé